Vous cherchez des conseils marketing concrets, pragmatiques et actionnables pour développer votre entreprise dans la durée? Bienvenue sur My Marketing Podcast. C'est Laurie et Sandy Giacobi. On est spécialistes en marketing et entrepreneurs depuis 2010. Ici, vous trouverez les méthodes, les outils et les retours d'expérience de nos invités ainsi que les nôtres. Tout pour vous inspirer et passer à l'action. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va parler IA dans son entreprise et comment je l'utilise plutôt que de regarder les autres de loin, prendre de l'avance, comment je peux l'intégrer d'ores et déjà dans mon entreprise. Je vais vous le dire, que vous les ayez commencé ou que vous soyez au point mort à ce niveau-là, vous allez apprendre des choses dans cet épisode grâce à notre invitée Hélène Assensi de AHCOM Conseil. Bienvenue Hélène sur My Marketing Podcast. Bonjour Sandy, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là avec toi et d'échanger sur ce sujet ô combien important aujourd'hui pour les entreprises. Exactement, j'allais te le dire, important, pas parce que c'est un sujet à la mode. D'ailleurs, je pense que toi et moi, on est d'accord, c'est pas un sujet à la mode. Aujourd'hui, ça fait partie des nouveaux usages. Tout comme il y a quelques dizaines d'années, il y a le web qui est arrivé. C'est pas un épisode consacré à est-ce que c'est une tendance, est-ce que c'est appelé à durer. Vous connaissez notre position, ALM et moi. Il vaut mieux l'adopter, savoir comment ça marche, savoir ce que vous pouvez en faire et commencer à vous former sur le sujet, plutôt que de continuer à regarder ça comme un truc qui pourrait potentiellement intéresser un jour votre entreprise. On est d'accord, Hélène? Tout à fait d'accord. Je pense que le train est en marche et quoi qu'il en soit, il y a que deux attitudes à avoir. Soit on monte dans le train, soit on reste sur le quai et on prend le risque de plus être dans le marché ou de se laisser complètement dépasser. Donc moi, je conseille plutôt de monter dans le train. Donc restez bien jusqu'au bout parce que dans cet épisode, ça va être hyper dense. On a un programme super chargé. On va vous donner quelques chiffres, on va vous donner des usages, on va vous donner des outils et on va vous donner des bonnes pratiques. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous avez des notes à prendre du début à la fin. Hélène, est-ce que tu pourrais, pour commencer, juste pour planter le décor, nous donner, est-ce que tu as 2-3 stats, même 2 si tu as, à nous partager pour nous dire un petit peu où on en est? Et comme ça, peut-être que les auditeurs ou les spectateurs, ils pourront savoir où se positionner par rapport à la tendance globale, je dirais, en France. Oui, complètement. Écoute, j'ai préparé ça, donc j'ai trouvé 2 stats intéressantes qui sont assez représentatives. La première, c'est que tu as moins d'une entreprise sur 2 qui a investi dans l'IA en 2024 en France, contre 72% en moyenne dans le reste du monde. C'est dire à quel point on est à la traîne. Alors, comme dans l'IA, tout va vite. Aujourd'hui, c'est en train de changer. En fait, les entreprises sont bien rendues compte du potentiel et commencent à investir l'IA. Donc moi, je suis très attentive de voir la statistique de 2025. J'ai hâte de la voir. Mais je pense que elles vont beaucoup rattraper leur retard. Et si on parle des TPE-PME, est-ce que tu as une stat sur ce segment qui est, on va dire, malheureusement souvent perçu comme à la traîne? Exactement, c'est ce que j'allais te dire. En fait, le secteur qui est le plus à la traîne, en fait, ça va être le secteur des TPE, PME, où là, tu as 31% des entreprises qui utilisent aujourd'hui l'IA générative. Ça veut dire que quasiment 70% ne l'utilisent pas. Exactement. Ça a tendance à évoluer aussi, mais c'est vrai que dans les grands groupes ou les grandes entreprises, il y a aussi plus d'encadrement en fait au niveau de l'adoption de l'IA, plus de formation, d'encadrement, de ressources. Les TPE, PME, on sait bien que dans ces cas-là, c'est toujours la course au temps. Donc elles priorisent et elles sont toujours plus orientées vers l'opérationnel que à évoluer au niveau des pratiques et des process. Mais ça ne veut pas dire que elles n'y arrivent pas et elles se forment pas, mais le process est en train de se mettre en place. Ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est déjà les premiers usages qu'on peut avoir. Alors, quand je dis premiers, il y a déjà beaucoup d'avancées qui sont faites. Et je vais mettre un cadre aussi, c'est qu'on va principalement parler d'IA générative. On va pas parler d'autres parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et l'IA générative, c'est une branche de l'intelligence artificielle. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que c'est concrètement celles qui sont les plus facilement adoptables dans son entreprise et qui ne nécessitent pas de savoir coder, développer et d'être un génie de la tech. Alors, ce qu'on constate quand même, c'est que, moi je l'entends beaucoup, on aimerait bien l'utiliser, mais on a peur. On a peur dans le sens, on a peur de faire des bêtises. On a peur, qu'il nous arrive que les données partent dans tous les sens, ce qui est hyper légitime.
Donc, est-ce que tu as déjà des conseils pour ceux qui seraient dans cette situation, qui aimeraient y aller, mais qui ont des craintes sur qu'est-ce que ça a donné pour mon entreprise? Oui, complètement. Ben, en fait, c'est comme tout nouvel outil. On ne sait pas l'appréhender, hein, on ne sait pas comment l'utiliser, comment l'appréhender. Et il y a ce premier volet qui est le mésusage au niveau de l'outil. Et le second, moi, ce que j'ai pu observer sur le terrain, c'est la sécurité au niveau des données. Ça revient, mais fréquemment. Si je partage des choses sur, allez, ChatGPT, puisque c'est quand même le leader sur le marché le plus utilisé, si je partage des informations sur mon entreprise sur ChatGPT, est-ce que il y a un risque que l'entreprise Tartampion puisse retomber sur ces données confidentielles? Ça, c'est un premier point. Alors aujourd'hui, non, hein, ça reste quand même dans un univers clos si vous partagez des données, elles vont pas être récupérées par une autre entreprise. Là où il y a un problème de sécurité, c'est que par contre, les sociétés qui développent ces IA, elles ont accès à vos données. Donc si c'est une entreprise américaine, ça veut dire que aujourd'hui, le gouvernement américain n'a pas les mêmes lois que nous et lui, il est tout à fait capable de saisir les données d'un opérateur. Donc, vous n'êtes pas, même si vous êtes dans une entreprise sensible comme le nucléaire en France, le gouvernement américain saisisse les données de ChatGPT pour aller accéder à vos datas, quoi. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Après, entre utilisateurs, usagers, non, les données sont quand même très en silo. Moi, j'entends hyper bien ça, mais honnêtement, je suis quand même hyper vigilante. Moi, j'anonymise, hein, pour être honnête. J'anonymise les données quand j'estime qu'elles sont vraiment, sensibles et en général, tu vois, je dis aux autres, «Voilà ma bonne pratique», je vous oblige pas à le faire, mais moi, c'est ce que je fais. Oui, c'est une bonne pratique parce que c'est pas essentiel pour le résultat en fait que tu veux obtenir. Moi, j'ai tendance aussi à pas forcément donner des prénoms, à décrire la personne ou comme toi quand je fais des retranscriptions d'interviews par exemple, à changer de prénom pour que ça puisse pas être reconnaissable. Et puis pour le nom de l'entreprise, bah, c'est pareil. Je vais aller peut-être chercher un autre nom, lui donner un autre nom pour que on puisse pas forcément le retrouver par la donnée, quoi. Voilà, donc en tout cas, il y a des moyens. C'est ce qu'on essaie de vous dire avec Hélène, et je pense que le message est très clair, c'est que vous pouvez l'utiliser pour plein d'applications qui vous feront gagner du temps, et on va le voir après. La crainte d'avoir ces données répandues sur toute la planète. Alors, pas sur toute la planète, mais comme tu le dis, Hélène, oui, il y a une question que les données, elles appartiennent à, on va dire, l'opérateur de l'intelligence artificielle. Il peut y avoir accès. Après, est-ce qu'il a envie d'y avoir accès? C'est autre chose, mais en tout cas, il l'a. Par contre, il n'y a pas vraiment de risque que votre concurrent numéro un ou une autre entreprise y ait accès. Alors, Hélène, maintenant que on est tous d'accord pour que on connaît les risques et on sait quoi faire pour contourner les risques. Comment je l'utilise? Parce que si tu écoutes certaines personnes, globalement, tu configures ton agent IA, puis tu retournes te coucher le matin ou tu vas à la plage et il fait tout à ta place. Bon, personnellement, pour utiliser beaucoup, les intelligences, artificielles génératives, les IA génératives, pour l'instant, j'ai encore pas mal de boulot, derrière. Pourtant, Dieu sait si je trouve que c'est très confortable et très pratique, ça me fait gagner du temps. Mais est-ce que, de manière raisonnable et réaliste surtout, quel rôle on peut leur donner dans notre entreprise? Moi, je l'utilise et je le recommande essentiellement pour 2 rôles. Le premier, c'est un rôle d'assistant. Donc ça, c'est top parce que ça permet, surtout dans des petits business où il y a peu d'échanges, où tu peux pas échanger avec, par exemple, une petite entreprise où tu es le seul communicant, tu as pas forcément un autre collègue dans la communication. Donc ça te permet aussi de challenger un peu tes idées et de voir des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Donc comme un assistant, c'est plutôt pas mal pour faire des tâches aussi répétitives. Les tâches administratives. Tâches administratives, moi je l'utilise par exemple, tu sais, pour mes contrats de prestation de service. J'ai un modèle type, tu as juste l'objet de la personne en fait à changer. Tu as ben, peut-être la tarification et puis l'essentiel, c'est-à-dire le cœur de la prestation de service. Mais après, sinon, c'est un modèle type, hein. Donc moi, je sais que j'utilise par exemple ChatGPT pour décliner en fonction des clients, pour rédiger les contrats de prestation de service. Comme tu le dis, ça n'exclut pas de vérifier derrière
Toujours. Avec l'IA, il faut toujours vérifier derrière. Bah, comme avec j'allais te dire, comme, souvent avec des assistants un peu juniors, il vaut mieux vérifier, hein. C'est pas mal l'idée des contrats. Alors moi je l'utilise, je vais te faire un aveu, j'ai horreur d'écrire des courriers, mais j'ai horreur de ça, tu sais les courriers, pas les emails, les vrais courriers que tu imprimes et tout ça. Et l'autre jour, je devais faire, 2 courriers un peu officiels parce que, bah, ça allait à des personnalités, on va dire, et il fallait que ce soit tu vois, il y avait un protocole et tout. Et alors là, tu m'avais perdue, j'étais en panique, je crois que je et là, je lui ai demandé, je lui ai dit: «J'ai tout bien codifié», je lui ai dit: «C'est telle personne». Alors j'ai pas dit le nom de la personne, par contre, j'ai donné qu'un prénom. Je lui ai dit, quelle était après sa fonction. Il m'a fait un super boulot. Oui, c'est ça. C'est que, tu vois, pour l'utiliser en tant qu'assistant, mais c'est juste phénoménal, quoi. Ça te permet quand même de résoudre pas mal de choses. Premier usage, assistant. Assistant administratif, assistant, communication, assistant, j'ai envie de dire, de traduction parce que si tu demandes des petites traductions, il te le fait aussi très bien. Assistant RH, OK. Assistant. Mais ça veut dire, je contrôle et je lui donne des indications excessivement précises et pointues, hein, comme un assistant ou une assistante. On est complètement d'accord. Tu sais, il y a plein de personnes qui vont te dire: «Ah moi j'ai testé, c'est nul, c'est machin et tout», mais parce qu'ils l'utilisent comme un moteur de recherche. L'IA, c'est pas un moteur de recherche, hein. Si tu lui donnes pas, des, instructions, très précises, tu vois, ne serait-ce que dans les verbes que tu emploies. Fais-moi un courrier ou rédige un courrier, c'est pas la même chose, tu vois? Et pareil, si tu utilises des mots dans, par exemple, ah, je trouve que c'est trop court, ou rajoute-moi un peu de texte. Mais c'est quoi un peu? C'est une ligne, 2 lignes, 3 lignes? Il faut être très précis dans les consignes. Si tu lui dis rajoute-moi un peu de texte, tu vas lui dire rajoute-moi une ligne, 2 lignes, rajoute-moi un paragraphe. Au plus vous serez précis dans les consignes, au plus la réponse, elle sera efficace et le résultat sera top. Et si je veux plus qu'un assistant? Si je veux quelque chose d'un peu plus dégourdi? Alors, si tu veux quelque chose d'un peu plus dégourdi, ben, c'est déjà à toi de le dégourdir. C'est-à-dire qu'on va monter d'un cran au-dessus au niveau ben, de ce qu'on appelle le prompt, hein, les consignes qu'on va lui donner, en lui donnant un maximum de matière, de contexte pour que il puisse nous répondre. Et là, on l'utilise vraiment comme un copilote en fait. Et là, on va plus être dans des cas où on a besoin de challenger des idées en fait. Tu vois, on va plus être dans le cas du brainstorming. Si moi je l'utilise beaucoup pour alors analyser les datas, ça c'est mes topissimes. Voilà, bah, tu sais, moi, je te propose, on fait un inventaire des cas les plus intéressants où on peut l'utiliser. Donc, analyser des données. Alors ça, analyser des données, top. Tu vois, si tu as beaucoup d'évaluations clients, si tu as des avis, tu les moulines là-dedans parce que nous, on a le biais de confirmation. C'est-à-dire que toi, tu vas relire et tu vas aller chercher ce que tu attends, ce que tu t'attends à y voir en fait. Alors que lui, il va traiter ça de manière très factuelle, froide. Tu peux même lui demander de te hiérarchiser ce qui ressort le plus en fait. Donc comme ça, ça te permet d'affiner Ah, ton mais là, c'est de la donnée positionnement. qualitative en plus. Ah, Toi, c'est tu de parles la de donnée, hyper qualitative, hein. moi, du coup, j'ai basculé sur la donnée quantitative. Ce que je trouve, génial, c'est que lorsqu'on a des exports et je pense que là, je vais parler à des si vous écoutez et que vous me dites tous: «Moi, mes données, elles sont nickel», vous êtes tous des gros menteurs parce que vous savez tous qu'au sein des entreprises, la majorité des entreprises ont soit pas assez de données, soit des données qui sont un peu bordéliques, hein. Tu vois, c'est j'entends, je ramasse un morceau par ici, un morceau par là et moi, je trouve que pour la consolidation de données, c'est exceptionnel parce que c'est vrai, on peut le faire manuellement, c'est pas impossible à faire manuellement, mais ça prend un temps Ouais, monstrueux. complètement. Alors que là, lorsque tu as des données qui sont un peu, dispersées, c'est-à-dire que tu as la possibilité de les consolider, tu donnes plusieurs, tu te dis: «Ah, quelles sont ces données?» Tu dis: «Fais-moi un tableau récapitulatif» et si tu peux même, tu peux lui demander de calculer des ratios. Attention, vérifiez les calculs. Toujours ou demandez-lui toujours comment il a fait son calcul. Parce que je peux vous assurer que moi, j'ai vu plein de fois des erreurs de calcul où c'était pas la bonne méthode. Donc, même s'il est intelligent, demandez toujours. Je sais pas si tu le fais toi, Hélène, mais moi, souvent, quand, il me produit un résultat, je lui demande toujours comment tu en es venu à ce résultat. Je lui demande pas comment il en est revenu à ce résultat, mais je l'interroge sur un chiffre. Tu sais, je fais contrôle aléatoire. Et du coup, je lui dis explique-moi ce chiffre, comment tu arrives à ce résultat. Et quand c'est un peu loufoque, il va te répondre et il va te dire ah mais complètement, tu as raison de m'interroger là-dessus. En fait, c'est un chiffre que en gros il a inventé.
Et tu sais, ce qui est bien aussi pour traiter la data en entreprise, c'est quand tu as du versionning. Moi, je connais pas une seule entreprise qui ait pas plusieurs versions d'un document. Et si bien qu'au final, à la fin, tu sais même plus lequel est le bon, lequel est à jour, etc. Ben là, c'est pareil, tu vois, si tu as 5 versions, tu lui donnes les 5 versions et tu lui demandes de te faire la synthèse ou De te proposer une version finale qui tient compte de alors évidemment, si ça se contredit, dans les versions, c'est embêtant, mais c'est une super idée, tu vois? Ça, je l'ai jamais fait. On a dit traiter la donnée qualitative, traiter la donnée quantitative, traiter tous les problèmes de versionning et alors ça, c'est pour ceux qui ont le bonheur et la chance de travailler sur des brochures, de travailler sur des présentations commerciales. On sait qu'en général, chacun a la sienne parce que chacun adore customiser sa présentation et là, je ne le dis pas du tout avec, on va dire, de l'agacement dans la voix on de sent quand même le vécu, hein. il y a le truc où ça te hérisse les cheveux quand, tu t'es fait suer à faire un beau branding et que l'autre, il t'a fait un truc en vert fluo. Oui, oui, ou avec les logos déformés, tu vois. Oui, voilà, on est tous d'accord. Je pense que ceux qui écoutent, vous direz d'ailleurs si vous sentez concernés, si c'est du vécu. On veut savoir avec Hélène si on est, les seuls à râler sur ce genre de choses ou s'il y en a d'autres. Mais voilà, tous ces problèmes-là, eh ben, c'est une super idée parce que moi, ce que je vois comme bénéfice derrière, c'est que 1, tu vas rationaliser tes supports de communication, c'est très bien, mais tu vas pouvoir aussi supprimer les autres et faire de la place un peu sur les serveurs parce que à force d'avoir des trucs qui se baladent partout, en termes d'image, c'est dégueulasse, mais c'est très, très mauvais aussi pour la planète. Donc on a vu, tout ce qui est autour de la donnée et du versionning, j'adore. Tout ce qui est autour de, l'organisation, qui est organisationnel, tu me disais tout à l'heure, les plannings. Oui, alors moi, les comptes rendus, non mais attends, sérieux, moi quand j'étais salariée, je pouvais passer ma semaine en réunion. Et qui dit réunion dit compte rendu, relevé de décision. Mais attends, des fois, tu passais ta vie en fait à faire ça. Pour quelque chose qui est pas hyper productif. Non, pas du tout, pas du tout. Et puis surtout, tu passes des heures et des heures quand tu sais que c'est quand même pas lu, quoi. Derrière, faut pas se mentir, hein. Et puis aujourd'hui, tu vois, moi, dans mes accompagnements, j'ai besoin en fait d'aller chercher la matière chez mes clients. Donc, je fais beaucoup, beaucoup d'interviews. Toute cette matière-là, ben, ensuite, je la retranscris, tu vois, avec d'autres outils, je sais pas, comme Nota.ai. Moi, c'est celui que j'utilise et que je trouve le plus Moi, j'utilise fiable. TLDV, mais il y en a plein d'autres. Il y a Oui, Lexi, TLDV, moi je l'utilise, mais plutôt pour les visios. Mais là, c'est vraiment quand j'enregistre des vocaux, en fait, hein. Mais ça te fait des comptes rendus en 5 minutes et très fiable, très très fiable. Oui, ça arrive qu'il y ait des mots que tu doives encore corriger, mais c'est vraiment à la marge, quoi. Mais le gain de temps, mais c'est juste hallucinant, quoi. Cette matière-là, tu peux aussi derrière la rebasculer après la redonner à manger à ChatGPT et lui demander de te sortir des signaux, des KPI, des insights par rapport à utiliser. Enfin, c'est beaucoup de jargon, mais je cherche d'autres mots. Mais tu peux aller lui demander, par exemple, ce qu'il y a derrière les mots. En fait, tu vois, tu peux lui demander quels sont les objectifs. Est-ce que à partir de ce discours, tu peux me sortir des valeurs? Est-ce que tu peux me sortir des objectifs prioritaires? Moi, c'est ce que je dis toujours dans l'IA, le cerveau, c'est vous en fait, hein, c'est toujours vous qui le pilotez. C'est pour ça que j'utilise bien le terme de copilote, parce que le pilotage, c'est vous qui le faites en fait. C'est pas lui qui vous pilote, c'est vous qui le pilotez. Mais ça vous fait quand même un gain de temps, quoi, phénoménal en lui demandant, est-ce que tu peux me classer les éléments par thématique. Je suis en train de remarquer, Hélène, là, on parle d'IA et comment j'utilise dans mon entreprise. Jusqu'à présent, alors, ça peut être largement utilisé sur le marketing et d'autres fonctions, mais pour l'instant, on n'a pas encore parlé de contenu. Alors qu'aujourd'hui, pour la majorité des gens, l'IA, c'est fait pour créer du contenu. Vous voyez bien qu'on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres choses en entreprise que pour créer du contenu. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas en parler, n'est-ce pas? Non, mais c'est parce que ça, Sandy, c'est notre déformation professionnelle. C'est parce que on a à cœur. Pour moi, on crée pas de contenu si on n'a pas travaillé en amont l'intention, les objectifs, le positionnement. Donc tout ce travail préalable, il est nécessaire pour optimiser votre création de contenu. Mais dans tous les cas, on peut l'utiliser pour plein d'autres fonctions dans son entreprise. Mais si on parle de contenu, est-ce que tu as un petit chouchou, et je sais qu'on a le même chouchou, pour chercher des données? Alors pour chercher des données, il y a Perplexity qui est quand même un top cet outil, je sais pas comment dire, parce que si vous avez besoin de données par rapport à un sujet qui est donné, lui il va faire la recherche en fait sur
toutes les thématiques qu'ils puissent avoir par rapport à ce sujet. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il va vous donner de la donnée qui est récente et qui est à jour. Et sourcé, c'est-à-dire qu'il donne ses sources. Sourcé, et du coup, il va vous faire la synthèse aussi de tout ça. Tu vois, moi, la semaine dernière, vendredi dernier, j'ai donné un atelier pour une mutuelle, en fait, ils ont des projets à les porter. Alors, c'est du lobbying, hein, mais sur des sujets de fin de vie, sur des sujets aussi d'économie sociale et solidaire. Et du coup, je leur ai montré le potentiel qu'il y avait pour aller chercher la position des interlocuteurs qui devaient rencontrer dans le cadre de leur rencontre institutionnelle. Moi, si tu dois rencontrer une organisation syndicale, tu peux interroger Perplexity en lui disant quelle est la position de tel syndicat sur le sujet de la fin de vie. Quelle est la position du Conseil de l'ordre des médecins sur le sujet de la fin de vie, quoi. Et ils étaient scotchés, quoi, parce que ce travail de préparation, de savoir à qui tu as affaire, quelles sont les positions de ton interlocuteur, mais c'est juste essentiel dans ce cadre-là. Ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, moi, je j'ai jamais fait dans ce sens-là, mais j'hésiterai pas à le faire. J'ai déjà fait d'autres recherches sur Perplexity et ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'il n'est pas entraîné pour te faire plaisir. Tu vois, par exemple, un jour, j'ai demandé: «Est-ce qu'il y a un lien entre ça et ça?» Il te dit: «Aucune étude ne démontre qu'il y a un lien entre ça et ça». Tu vois? Il essaye pas d'inventer un truc, pas du tout et s'il te trouve quelque chose de positif, il va te donner les sources et ça, c'est quand même pépite et je dirais que par rapport à ton exemple qui est hyper pertinent, ça ne vous dispense pas d'aller regarder dans les sources citées en réponse si Perplexity a bien interprété ce qu'il a étudié comme données, ce qu'il a analysé comme données, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il se trompe non plus. Complètement. Mais ça reste le fil conducteur. En fait, c'est pas une baguette magique, quoi. Vous gardez le contrôle tout du long. De la même manière que si avant vous aviez des assistants parlementaires, par exemple, qui faisaient ce travail, qu'ils font toujours, hein, ce travail de recherche préliminaire. Derrière, c'est pas parole d'évangile. Hein. Il faut vérifier derrière qu'il y ait une bonne interprétation, qu'une notion, une idée, elle était bien comprise. Surtout quand on est sur des débats d'éthique et des débats d'idées, hein, où c'est compliqué. Personnellement, moi, je l'utilise aussi pour ma communication. Quand je veux avoir des données très précises sur, tu vois là typiquement pour où on en est au niveau des entreprises sur l'IA, Perplexity est un outil fantastique pour aller te dresser un portrait robot de l'usage de l'IA dans les entreprises françaises en 2025, par exemple. Moi, j'ai beaucoup utilisé Perplexity lorsque j'ai écrit, mon livre Mon Entrepreneur Russe parce que ça te comme tu le dis, ça te donnait accès à des études qui étaient récentes et alors que, malheureusement, parfois sur Google, les études qui remontent, c'est juste les mieux référencées, c'est pas forcément les plus récentes ou les plus pertinentes et là, ça m'a permis de sourcer vraiment des choses qui étaient de, 6 mois, 12 mois et quand on sait que sur certains sujets, ça évolue super vite, au moins on perd pas la face que quelqu'un nous dise: «Ah mais non, il y a une donnée plus actuelle». Si on est dans la création de contenu, on va pas passer tous les outils en vue, mais puisqu'on est on fait un inventaire de tous les usages qu'on peut facilement avoir en entreprise de l'IA, qui va vraiment vous aider. C'est ce pourquoi tu es là aujourd'hui, Hélène. On a vu que Perplexity était génial pour faire des recherches. Pour créer, à proprement parler, du contenu. Moi, j'ai plein d'outils, mais je suis curieuse de connaître aussi les tiens. J'utilise beaucoup ChatGPT. J'utilise aussi Magic Post, mais il y en a d'autres. Hein, Alors, à quoi sert Magic Post? Dis-nous un peu. Alors, Magic Post qui est comme, il y a Redac AI, il y a Lighter aussi qui est pas mal. En fait, moi, j'ai jamais testé ni Redac AI ni Lighter, mais en tout cas, j'en ai des bons échos. Personnellement, moi, j'utilise Magic Post que je recommande d'ailleurs à mes clients quand ils ont pas encore l'agilité de structurer leur poste ou de bien écrire. L'avantage de ces outils, c'est que tu balances tes idées en vrac et dans le désordre. Tu as des scénarios préétablis. Te dis, est-ce que tu veux un poste aspirationnel? Est-ce que tu veux un poste plutôt éducatif? Est-ce que tu veux faire un cas d'usage? Est-ce que tu veux plutôt faire un portrait élogieux, etc. Et à partir de là, en fait, ça va te structurer et te rédiger le poste avec les entre guillemets les bons codes de l'écriture persuasive, donc copywriting pour le jargon, qui va te permettre d'être clair et d'être compréhensible. Parce que dans la rédaction, c'est pas juste de transmettre un message, c'est de le transmettre de la meilleure façon qui soit, donc de façon claire
Et ça permet vraiment la clarté, elle vient de la structure et des mots utilisés avec l'interlignage, avec des phrases courtes, des mots forts. Ces IA comme Magic Post, comme Lighter, comme Redactize sont entre guillemets paramétrés pour optimiser en fait la rédaction de poste. Et ça, quand on se lance, c'est des outils qui sont formidables parce que t'as pas besoin d'avoir de compétences particulières pour poster. Après, alors c'est bien parce que ça a démocratisé en fait la rédaction de poste. Ça a permis à des tas et des tas de personnes de se lancer et de communiquer et de se rendre visible. Après, le revers, c'est que c'est souvent du contenu un peu généraliste. Moi, ce que j'appelle du contenu Google, en fait. Hein. Ça pourrait être écrit par Pierre, Paul, Jacques, Albert, n'importe qui. Hyper uniforme, hein, c'est hyper homogène, uniformisé. Moi, c'est un peu le reproche que je fais aux gens qui ne c'est bien comme tu dis parce que ça permet de te lancer, mais si derrière il y a aucun style de réécriture, il y a pas de personnalité. Aujourd'hui, moi, ma position et je pense que c'est pour beaucoup, c'est que c'est très bien et je trouve génial que de plus en plus de personnes prennent la parole. Ça, il y a pas photo dessus. En revanche, le faire et voir ça comme un outil magique où tu as pas besoin d'avoir une stratégie, de travailler, ce qu'on appelle, ta marque personnelle ou ta marque tout court d'ailleurs, la marque de ton entreprise, avec un positionnement fort et ce qui va te démarquer des autres et le faire transparaître dans tes communications, ça reste des outils, ils le font pas à votre place ça et vous pouvez pas demander à ces outils de le faire. Mais ça reste une super bonne base. Voilà. Alors moi, j'en utilise pas. Pour tout te dire, je n'utilise pas, d'outils pour, rédiger mes posts. J'en ai testé. Alors je pense que c'est parce que j'ai l'habitude de les écrire et j'ai configuré un agent, GPT pour vous dire les différents usages qui me produit, qui à partir de mes idées, toujours de mes idées, de mes inputs, va me faire une proposition que je ne copie-colle absolument jamais parce que ça n'est pas possible. Mais c'est juste pour dire, on peut tous avoir des manières différentes de faire, mais de s'appuyer quand même sur des IA, génératives. Tu vois, j'utilise les 2 parce que des fois au niveau de la structuration de ChatGPT, c'est pas ça quoi, tu vois? Surtout au niveau des accroches, des fois il est un peu feignant quoi, tu vois? Il te ressort, des questions, marre de, dans un monde merveilleux et cetera. Du coup, quand, je le sens un peu bloqué comme ça, je fais un premier travail sur ChatGPT, je le passe sur Magic Post et je le retravaille après. Après moi, j'ai beaucoup de clients en ghostwriting, du coup, j'ai beaucoup de contenu à produire, surtout en début de mois, tu vois? Donc ça me permet de batcher en fait, ça me permet de produire beaucoup en contenu et après c'est de la repasse. Tu vois, je vais changer un mot, je vais changer une phrase, je vais rajouter quelque chose. Mais aujourd'hui, le pendant, c'est que comme l'IA s'est tellement démocratisé sur la rédaction de contenu, si vous voulez vous démarquer, il y a qu'une seule chose, c'est tout ce qui va être de l'ordre de votre personnalité et de votre expérience. Aujourd'hui, ce qui fait la différence sur vos contenus, c'est pas votre expertise parce que voilà quoi, c'est tout le monde peut raconter comment faire un bon post, comment bien le structurer. Mais votre expérience personnelle par rapport à la structuration d'un post, ça oui, c'est intéressant. Et c'est ça qui est récompensé aujourd'hui. Hélène, moi, ce que je voudrais, te proposer, c'est de compléter par le fait qu'aujourd'hui, c'est tout récent, mais il y a une fonctionnalité de ChatGPT qui est hyper intéressante et qui peut avoir un super usage dans les entreprises, c'est le fait de pouvoir générer des images de très, très bonne qualité, bientôt dans la version gratuite. Pour l'instant, c'est réservé à la version payante de ChatGPT, mais à mon avis, on va y arriver et que ce sera proposé à tout le monde. Où finalement, dans ton prompt, tu peux dire: «Je souhaite que tu réalises une image», je sais pas moi, une photo d'architecte, ou d'ouvrier sur un chantier, en train de regarder, un plan avec l'air ennuyé. Je vous ai vraiment fait ça au hasard et il est tout à fait capable de produire une image de bonne qualité, très réaliste. Alors moi, les infographies, pour l'instant, je suis pas du tout arrivée. Alors tout le monde t'affiche ces trucs. Personnellement, pour moi, c'est dégueulasse. Pour l'instant, c'est immontable. Je pense qu'il faut passer sur la version qui s'appelle Sora, sur la fonctionnalité Sora de ChatGPT, qui est quand même quelque chose de plus avancé, qui demande d'avoir des connaissances un peu plus poussées, mais il y a des prompts déjà faits. Dernier usage, Hélène, tu voulais me parler d'un truc que j'ai adoré, c'est comment j'utilise ChatGPT et les IA génératives pour apprendre, pour faire mon apprentissage.
Oui, complètement, Sandy. Moi, je m'en sers aussi pour ça. Alors, je vais te donner un cas, comme ça expliquera bien. Tu vois, il y a quelque temps, je devais paramétrer pour un client une séquence email, et puis la configuration faisait que bah, j'étais bloquée en termes de tactique, de stratégie. Je savais pas trop comment utiliser les fonctions, donc j'ai demandé en fait à ChatGPT de m'aider en lui disant voilà ce que je dois faire. Apprends-moi pas à pas à mettre en place cette séquence très particulière, hein, à résoudre ce problème. Et pas à pas, il m'a guidée et j'ai pu le faire. Et il m'a débloqué et il m'a vraiment pas à pas. Bah, tu cliques là, tu fais ça, tu rajoutes ça. Une fois que tu as fait ça, après, étape 2, on fera ci. Mais vraiment nickel, quoi. Et tout ça, tu lui donnes juste le nom de l'outil que tu utilises, en fait. Oui, je lui ai donné le nom de l'outil et il m'a complètement donné la méthode très contextualisée par rapport à cet outil. Et pareil, j'avais un petit problème sur le rendu final quand on a fait les tests. Je sais pas pourquoi, et tous les liens passaient bien, mais il y avait un lien qui était surligné et j'avais beau essayer de l'enlever, ça passait pas. Fallait que je passe par le code en fait. Et bah, moi, oui, ça va, hein, si je regarde en Tu diagonale le codes HTML. pas, Hélène. Non, je ne code pas, mais j'arrive à voilà, strong, machin, BR, comme j'allais dire comme tout le monde, mais peut-être pas forcément. Non, pas comme tout le monde, je te précise, pas comme tout le monde. Mais du coup, je lui ai dit, j'ai expliqué mon problème, je lui ai donné le morceau de code qui correspondait à ce lien, en fait, et je lui ai demandé, de me donner le code exact. Pour que le surlignage, il disparaisse. Et après, ben, ça m'a permis de le générer sur ma séquence email. Ça, tu vois, j'aurais pu le faire avant, hein, sans l'IA. Hein. J'aurais activé mes réseaux, j'aurais dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le HTML, qui peut m'écrire les balises, etc., etc. Mais ça m'aurait pris combien de temps? L'autre jour, j'ai enregistré un épisode avec Jean-Baptiste Vier, que je salue, qui a fait le montage de l'épisode lui-même. Donc, c'était vraiment très sympa. Et il m'a dit, oh, ben, j'y connais rien à Premiere Pro, mais je vais le faire. Et en fait, il s'est fait assister de ChatGPT, qui lui a dit pas à pas tout ce qui, chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, c'est ChatGPT qui l'a assisté pour prendre en main l'outil. Et franchement, la réalisation est hyper bien. Alors, ça vous dispense pas de plus, évidemment, plus vous le ferez, plus vous gagnerez d'expérience et plus ça ira vite. Mais plutôt que de rester là à vous avaler des tutos, et finalement, les tutos, c'est très bien, mais on sait jamais par où il faut commencer pour pour faire ce qu'on veut faire aujourd'hui. Souvent, c'est un peu compliqué. Eh bien là, il a vraiment appris à utiliser Premiere Pro, mais ça pourrait être n'importe quoi, grâce à ChatGPT. Donc, j'adore vraiment que tu partages cet usage parce qu'aujourd'hui, personnellement, j'en suis convaincue, continuer d'apprendre, de se former à des nouveaux outils, ça permet de garder sa compétitivité en tant qu'entreprise et en tant que dirigeant d'ailleurs, hein, ou en tant que salarié, si vous êtes salarié que vous nous écoutez, ça vous permet vraiment de garder votre valeur et d'apporter toujours plus de valeur. Donc, au lieu de se dire sans cesse, les IA vont nous remplacer, posons-nous en disant les IA vont nous permettre d'apprendre plus de choses. Oui, c'est ça, c'est comment tu optimises, en fait. Tu deviens dans ta profession, ben, un consultant optimisé, un rédacteur optimisé, etc. Mais ça remplace pas. Et juste un petit bémol quand même par rapport à cet apprentissage. Moi, je l'ai utilisé par rapport à cet outil, mais parce que j'avais déjà une bonne connaissance des pratiques au niveau de la construction d'une séquence email, en fait. Je garantis pas que si quelqu'un est complètement novice en la matière, il pourra apprendre. Et là, je suppose que par rapport à l'exemple que tu donnais, il connaissait peut-être pas à Premiere Pro, mais peut-être qu'il connaissait d'autres outils de montage et que ça lui a permis en fait de franchir le cas. Alors je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, à voir. Alors, je vais répondre, c'est intéressant. Il connaissait pas cet outil. En revanche, ce qu'il sait, c'est ce qu'il faut mettre dans la vidéo pour que la vidéo ait du succès. Et ça, par contre, bah, c'est l'expérience qui te permet de le savoir. C'est pas ChatGPT qui te le dit, il peut te donner des pistes, mais honnêtement, c'est pas forcément les plus fiables. C'est à toi de lui dire ce que tu veux faire. Donc c'est bien de préciser que ça remplace pas ton expérience. Non, ça remplace pas parce que moi, dans les process qu'il m'a donné, tu vois, à un moment donné, je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr que là, au niveau du ciblage, ça va pas se chevaucher, machin? Et du coup, ça m'a permis de valider et de rajouter une étape supplémentaire pour sécuriser, quoi. Donc, tu vois, il faut quand même toujours cette notion de pilotage hein, qui reste quand même dans l'apprentissage. On va terminer là-dessus, Hélène. C'est les IA aujourd'hui, j'en parle au pluriel,
vous permettre réellement de faire des progrès, d'accélérer, d'être plus performant dans votre entreprise, mais c'est à vous d'en rester le pilote. Merci d'être venu sur My Marketing Podcast, nous partager tout ce que tu sais sur comment j'utilise l'IA pour mieux performer dans mon entreprise. Hélène, si je veux te dire un petit mot, t'envoyer un coucou et te remercier pour cet épisode, où est-ce que je te trouve? Alors, essentiellement sur LinkedIn, c'est là où je suis la plus active et la plus présente. Donc, Hélène Assensi. Et je serais ravie d'échanger avec vous en messagerie privée ou sous mes posts. Merci beaucoup, Hélène. À très bientôt. Merci à toi, Sandy. À très, très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant. Vous pouvez aussi nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix. À très bientôt!